Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela. Donc là, on va parler de deux sujets. On va d'abord parler des enfants mineurs qui auraient été kidnappés par les Russes en très très grand nombre, hein. C'est ce qu'on nous disait au début de la guerre. Donc on a eu plusieurs chiffres, on en a eu trois en réalité. On a eu au départ ce que disait le gouvernement de Kiev, hein, c'est-à-dire que les Russes avaient kidnappé 1,5 million d'enfants, donc des mineurs bien entendu. Ensuite, ils ont changé leurs allégations parce que c'était tellement grotesque. Ils ont changé à 200 000 enfants kidnappés. Et maintenant, c'est passé à 20 000. Et là, tout dernièrement, grâce à un représentant ukrainien, on apprend qu'en réalité, eh bien, les Russes auraient, entre guillemets, kidnappé 339 enfants. Pas un de plus, pas un de moins. Voilà, donc on est loin des chiffres absolument grotesques qui avaient été dits précédemment et qui avaient été repris évidemment en chœur par les grands médias occidentaux, comme d'habitude, vous allez me dire. Et vous verrez dans cette vidéo que l'Ukraine a un passé. Voilà, elle a un historique de mensonges absolument énorme. Et je vous montrerai une de mes anciennes vidéos du 16 juin 2022 où je parlais de cette Ludmila Denisova, qui était la responsable des droits de l'homme et de la propagande en Ukraine à cette époque-là, qui avait menti honteusement sur les viols et les tortures des soldats russes comme méthode systématique. C'est-à-dire quand ils arrivaient en Ukraine, ils violaient les femmes systématiquement et ils torturaient, voilà, en plus. Et que c'était une méthode systématique. Voilà. Donc cette Ludmila Denisova, à l'époque, a été virée tellement elle entachait la crédibilité de l'Ukraine. Elle a été virée par le gouvernement de Kiev. Voilà, tellement elle exagérait. Et vous allez voir ça dans cette vidéo. Bref, j'insiste là-dessus, c'est pour vous montrer l'historique absolument énorme de mensonges colossaux faits par Kiev. On a l'habitude, en fait, chaque déclaration faite par Kiev, quels que soient les sujets, les viols, les tortures, les nombres d'avions détruits, le type d'avions détruits, c'est systématiquement un mensonge, ou presque, à quelques rares exceptions près. Donc on va le voir ici où je vais vous le démontrer. Bref, concernant le nombre d'enfants, bah voilà, donc cette histoire d'enfants, où auparavant on était fixé les derniers chiffres sur 20 000, en réalité le chiffre exact était de 19 500, mais bon bref c'est pareil. Donc là on apprend qu'en réalité la liste qui a été remise à la délégation russe suite à cette réunion à Istanbul pour le cessez-le-feu, eh bien c'est en réalité de 339 enfants. Voilà. Évidemment qu'ils ne peuvent pas prouver comme quoi ces enfants ont été enlevés, bien entendu. Donc en plus, on verra grâce à des articles comme d'habitude. Bref, donc on a le coup des enfants enlevés au final qui ne sont pas enlevés. Et bien sûr, on va parler de ce fameux échange de soldats morts côté ukrainien et côté russe. Donc c'est les Russes qui avaient proposé au sommet d'Istanbul un échange de 6000 soldats morts. Les Ukrainiens, bêtement, sont tombés dans un piège mis par les Russes. Alors ça, ce n'est que mon opinion personnelle. Je pense que les Russes ont fait exprès de faire cette proposition pour piéger l'Ukraine. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a bien longtemps, j'avais lu dans TASS, hein, ça pouvait pas être dans un autre journal, bien sûr, que les Ukrainiens ramassaient très peu leurs morts et encore moins, bien entendu, les soldats russes. Bon, après, cette information est tombée dans les oubliettes et après, j'ai vu cette proposition russe au sommet d'Istanbul de cet échange de 6000 soldats morts. Et moi, dans l'avant-dernier point sur l'Ukraine, je vous avais dit que l'Ukraine allait être bien en peine de fournir les 6000 soldats russes morts. Et évidemment, ce qui devait arriver
arriva, et on a l'Ukraine là qui dit ah non non on veut pas faire l'échange de soldats, ça nous convient pas, bon des excuses etc. On verra ça en article hein, juste après mon intervention. Bon évidemment il y a deux raisons à cela. Il y a la raison que, bon, déjà, ont-ils vraiment 6000 soldats russes sous la main? Ça, je ne le sais pas. Ensuite, la deuxième raison, c'est que récupérer 6000 soldats ukrainiens, ça veut dire payer à chaque famille hein, dont le soldat appartenait 15 millions de hryvnias. Donc ces 15 millions de hryvnias, eh bien, ça fait l'équivalent de environ 317 000 euros. C'est énorme. Donc multipliez 317 000 par 6 000 et vous arrivez au chiffre faramineux d'1,9 milliard d'euros à donner à toutes ces familles. Alors vous comprenez pourquoi Kiev recule à prendre tous ces soldats morts ukrainiens. Parce que s'ils les prennent, ça voudrait dire donner cette forte somme d'argent, très forte même, à chaque famille. Je vous le rappelle, 15 millions de hryvnias. C'est énorme, donc 317 000 euros par famille. Bref, les 1,9 milliard d'euros, vous vous doutez bien que Kiev n'a pas vraiment envie de les donner, surtout que Kiev n'a pas cet argent, bien évidemment. Et en plus, il y a une loi qui a été faite à la Rada qui leur permet de dire aux familles, eh bien, ah ben on ne pourra vous payer que 2 ans après la fin de la guerre. 2 ans après la fin de la guerre. Voilà la loi qu'ils ont pondue à la Rada. Donc vous voyez toutes les ruses que Kiev utilise pour éviter de payer les familles. Donc c'est comme ça. Ils auraient pu dire tout simplement, bah écoutez, nous, les soldats morts, on ne peut pas vous donner de pension ou de prime pour votre famille parce qu'on n'a pas d'argent, donc on est vraiment désolé. On ne peut rien faire pour vous dédommager. Ils auraient pu dire ça, dire la vérité, mais non. Ils ont fallu qu'ils disent bon bah voilà, vous allez être payé 317 000 euros par famille et par soldat mort par famille. Voilà, ils ont fait ça. Alors peut-être que le gouvernement de Kiev s'est dit de toute manière c'est l'Europe ou les États-Unis qui vont payer, et comme on détourne énormément d'argent, ça va être facile à payer. Bon, apparemment, il y a bien longtemps, quand il y a eu ce reportage de CBS américain qui disait que 70% des armes américaines avaient été détournées pour le marché noir ukrainien, eh bien, ils ont commencé à mettre leur nez dans les affaires ukrainiennes. Ils ont déterré pas mal de choses qui a permis, entre guillemets, au gouvernement de Kiev de virer moult et moult généraux, ministres, vice-ministres, etc. du gouvernement ukrainien. C'est en centaines de personnes. Voilà, pour, on va dire, nettoyer le gouvernement ukrainien. Bon, évidemment, c'est que le sommet de l'iceberg. Mais bon, apparemment, bon, ils n'ont pas pu voler l'argent de l'Union européenne ou des États-Unis pour payer les familles. Apparemment, ils sont tellement dans le rouge au niveau économique que l'Ukraine, voilà, là dernièrement, ils ont fait ça. Mais avant, ils se sentaient tout puissants. Comme l'argent coulait à flot de l'Union européenne et des États-Unis, bah allez, pourquoi pas? Ça donne une certaine réputation au gouvernement de Kiev. Ça permet d'éviter que les familles râlent trop quand leur enfant, entre guillemets, leur fils, est tombé au combat. Ça permet de calmer un peu tout ça par de l'argent. Bon, sauf que là, maintenant, les familles s'aperçoivent de la réalité des choses, ils n'auront strictement rien, bien évidemment. Donc vous voyez, là, cet échange de prisonniers, qui, encore une fois, je le rappelle, je pense est un piège qui a été tendu par Moscou, voilà, c'est ce que je pense, c'est mon avis personnel, à double niveau. Donc déjà parce que l'Ukraine aura énormément de mal, d'ailleurs tellement de mal qu'elle a même une fois kidnappé des Russes de Koursk
pour ensuite essayer de les vendre en tant que prisonniers. Voilà, donc ils en sont même arrivés là, hein. Voilà, des civils de course, quoi. Là, ils en sont même arrivés là, hein. Voilà, donc tout est possible avec Kiev, hein. Tout est possible, sauf que là, le chiffre est énorme. Des soldats russes morts, on est embêté, voilà. Donc double ennui pour Kiev. Trouver tous ces soldats russes morts et payer les familles. Alors évidemment, tout du moins en premier lieu, ils ne paieront pas les familles. Et je le répète une dernière fois, cette loi de la Rada qui permet de payer la famille que 2 ans après la fin de la guerre, que c'est bien pratique pour Kiev afin de ne pas payer les familles. Bon, bref. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces deux affaires. On va passer aux articles. Commençons. Avant que l'on parle des 339 enfants demandés par l'Ukraine et des 6000 soldats tués qui doivent être échangés entre l'Ukraine et la Russie, j'aimerais faire une petite digression, tout ça pour vous montrer une facette du gouvernement ukrainien qui n'aura rien d'étonnant pour vous si vous me suivez, mais dont on a très très peu parlé malheureusement et évidemment jamais parlé dans les médias et vous allez comprendre pourquoi. Alors on va commencer avec un article du New York Times qui va nous parler d'une Ludmila Denisova. Donc c'est sur la piste des crimes de guerre russes. Ludmila Denisova, la plus haute responsable des droits de l'homme en Ukraine, est déterminée à réparer les torts historiques et à faire en sorte que les Russes soient tenus responsables. Alors attention, c'est un article du 29 avril 2022. Ça c'est à garder en tête. C'est un ancien article, donc 29 avril 2022. Alors voilà, c'est la suite de l'article du New York Times, donc du 29 avril 2022, et on va parler de cette dame-là. Et donc, qu'est-ce que j'ai pu noter d'intéressant concernant cette dame-là? Eh bien, on va regarder ça tout de suite. Là, j'ai pu noter que Madame Denisova est devenue l'une des principales voix de la souffrance et de l'indignation de l'Ukraine, apparaissant fréquemment dans les reportages et produisant un flux abondant de publications sur les réseaux sociaux. Elle a déclaré qu'elle n'avait aucun doute quant à l'existence de motifs suffisants pour porter des accusations contre les dirigeants russes, non seulement pour crimes contre l'humanité, mais aussi pour génocide, carrément pour génocide. Deux choses l'ont convaincu de cela: l'ampleur et les circonstances de violences sexuelles qui, selon elle, ont été utilisées comme une arme contre les femmes ukrainiennes et ont même été décrites de cette façon par les auteurs eux-mêmes. Donc elle a même des écrits comme quoi les auteurs avouaient leurs crimes. Donc vous voyez, là elle dit « il les viole jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus donner naissance à des enfants », a déclaré Denisova. Cela suggère qu'ils veulent détruire la nation ukrainienne. Et lorsqu'ils tuent des enfants, cela signifie aussi qu'ils ne veulent plus que notre nation existe. Donc vous voyez, bon, c'est évidemment outrancier. Tout l'article, c'est que des trucs comme ça. Tout l'article, c'est que des trucs comme ça. Donc là, je ne l'ai pas noté, mais regardez, elle a détaillé des cas de viol collectif et d'agressions répétées sur des femmes emprisonnées qui les avaient blessées et laissées enceintes. Voilà, une femme qui avait tenté d'empêcher des soldats russes d'agresser sa jeune sœur a raconté qu'il lui avait dit « écoute, ce sera comme ça avec toutes les prostituées nazies ». Vous voyez, et tout l'article, c'est que des trucs comme ça. C'est que des trucs comme ça. Alors maintenant, je vous rappelle, 29 avril 2022, hein, l'article, c'est très important. Maintenant, on va passer à d'autres articles. Et on va regarder une de mes anciennes vidéos que j'avais fait à l'époque. Vous allez voir, cela va être très drôle. Alors là, vous allez voir un court extrait d'une de mes anciennes vidéos du 16 juin 2022. Donc ne vous inquiétez pas concernant ma voix, c'est tout simplement parce que la vidéo est en accéléré pour que ça aille plus rapidement. Voilà, donc je vous laisse voir ça, vous allez voir, c'est très édifiant. Donc concernant les viols,
C'est une affaire très très intéressante car l'Ukraine a officiellement déclaré des milliers et des milliers de viols commis par l'armée russe sur son sol. Or, il se trouve que la personne qui a allégué ces viols, très officiellement, et qui ont été repris immédiatement par tous les médias occidentaux, c'est-à-dire européens et américains, eh bien, tous ces viols étaient faux. Et alors, ces allégations venaient du chef de la propagande et des droits de l'homme ukrainien, qui s'appelle Ludmila Denisova. Et cette Ludmila Denisova a été virée de son poste par son propre gouvernement. Oui, vous avez bien entendu, le gouvernement ukrainien l'a virée. Parce qu'en fait, toutes ces allégations de viol officielles, qui étaient divulguées au monde entier, à tous les médias, tout était faux. Parce qu'à chaque fois qu'elle parlait d'un viol, très officiellement, il n'y avait aucune preuve. Donc ce sont des groupes extérieurs indépendants qui ont fait leur enquête et qui ont demandé des rapports à cette Ludmila Denisova. Et évidemment, il n'y avait aucun rapport, aucune preuve. Donc tous les jours, elle inventait des viols, pour accabler les Russes, bien évidemment. Mais comme la crédibilité de l'Ukraine commençait à être très très entamée au niveau international, évidemment on n'en a pas parlé en France, mais au niveau international, bon, beaucoup se sont élevés contre ces allégations totalement fantaisistes. Bon bref, ça a fini par se savoir et la crédibilité de l'Ukraine était en jeu. Donc Zelensky a quand même décidé de la virer, ce qui est quand même assez drôle et assez ironique d'ailleurs. Donc parce que cette dame, cette Ludmila Denisova, donc je rappelle, qui est la chef des droits de l'homme et de la propagande en Ukraine, eh bien elle a fait tellement de propagande que ça s'est retourné non seulement contre elle, mais contre l'Ukraine. Donc c'est vraiment très très ironique comme histoire. Donc on notera que tous les médias occidentaux reprenaient immédiatement tous ces dires. Tout, absolument tout. Alors je rappelle, l'Europe et l'Amérique du Nord reprenaient immédiatement tous ces dires. C'est-à-dire que on a créé une réputation de violeurs, d'hommes qui torturent systématiquement à chaque fois qu'ils faisaient une mission en Ukraine. Donc les Russes, à chaque fois qu'ils faisaient une mission en Ukraine, torturaient et violaient systématiquement. Et les médias ont même poussé le bouchon jusqu'à dire que c'était une méthode officielle russe pour, diminuer le moral des Ukrainiens. Voilà, c'était une méthode de guerre officielle de l'armée russe. Alors pour revenir à la liste d'enfants, on a Novaya Gazeta qui nous dit Moscou et Kiev conviennent d'un nouvel échange de prisonniers à Istanbul alors que l'Ukraine remet la liste de 339 déportés. Et là, on a un Vladimir Medinsky, chef de la délégation russe, a confirmé que la Russie avait reçu la liste de 339 enfants, mais a nié que la Russie ait enlevé ses enfants. Bah, évidemment, il n'allait pas dire autre chose. Donc là, il ajoute, si leurs parents réapparaissent, nous les ramenons, a affirmé Medinsky, ajoutant qu'il n'y avait que des dizaines d'enfants de ce type et pas 1,5 million ou 20 000. Moscou et Kiev ont également convenu d'échanger tous les prisonniers de guerre gravement blessés et gravement malades, ainsi que les jeunes soldats âgés de 18 à 25 ans, a déclaré Umerov. Donc lui, c'est le ministre de la Défense ukrainien. Notant que les parties avaient également convenu d'échanger les corps de 6000 soldats tombés au combat. Donc ça, évidemment, on en parlera. Medinsky, quant à lui, estimait que 1000 à 1200 personnes pourraient participer à ce nouvel échange. Bon, ça c'est du détail en plus. On va passer à un autre article. Alors ici un article de TASS qui reprend les dires encore une fois du chef de la délégation russe, donc Vladimir Medinsky. Et donc l'assistant du président russe a souligné l'évolution des chiffres. L'Ukraine avait initialement affirmé que 1,5 million d'enfants ukrainiens avaient été enlevés par les Russes. Par la suite, ces chiffres ont été révisés à 200 000, la dernière estimation officielle faisant état d'environ 20 000 mineurs. Donc là, vous notez le changement de chiffre. En tous les cas, tout cela prouve que de 20 000, un peu moins de 20 000, on passe à 339. Voilà, ça en dit long sur ce qui concerne ces fameux enfants kidnappés. Alors vous notez bien évidemment le parallèle entre les viols systématiques des Russes vis-à-vis des femmes ukrainiennes ou des tortures qu'ils font systématiquement avec les enfants kidnappés.
hein. Vous notez le parallèle dans le mensonge le plus grossier, hein. On parlait d'1,5 million d'enfants kidnappés par les Russes. Ensuite, on passe à 2000. Voilà. Ensuite, on passe à 20 000. Bon, évidemment, tout ça, faut le prouver. Et après, quand on demande à ce que tout cela soit prouvé, exactement comme les viols des soldats russes, ah, bah là, pour prouver, il n'y a plus personne. Vous voyez, c'est toujours la même chose avec Kiev. Et n'oublions pas aussi, bien sûr, le massacre de Boutcha, entre guillemets, qui a été en réalité mis en scène par le MI6 et le bataillon Azov, où le gouvernement russe a demandé la liste de tous ceux qui étaient morts dans le massacre à Boutcha, et l'Ukraine n'a jamais voulu donner cette liste. Bah, bien sûr, parce qu'elle n'a aucune liste. Elle ne serait bien incapable de fournir la liste des noms des gens morts, soi-disant tués par les Russes à Boutcha. Parce que, encore une fois, c'est une mise en scène. C'est comme l'énorme mensonge du tir sur le MH17, qui a été fait en réalité par les Ukrainiens, et bien entendu, tout cela supervisé par les États-Unis à l'époque. Bref, c'est un continuum d'énormes mensonges. Il le faut bien parce que sinon, le récit serait invendable, car complètement absurde et grotesque en parlant des relations Ukraine-Russie. Ici un article d'Anadolu Ajansi qui nous dit: le Kremlin affirme que la Russie s'est engagée à respecter les accords avec l'Ukraine malgré le retrait de Kiev sur les échanges de prisonniers de guerre. Le porte-parole du Kremlin critique les excuses et justifications de l'Ukraine pour ne pas avoir organisé l'échange de prisonniers de guerre et de corps de soldats tombés au combat. Donc, la Russie reste attachée aux accords conclus avec l'Ukraine lors du précédent cycle de négociations Istanbul et honore toujours ses engagements, contrairement à l'autre partie, a déclaré lundi le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. Lors d'une conférence de presse à Moscou, Peskov a déclaré que les excuses et justifications avancées par Kiev pour refuser l'échange de prisonniers de guerre et de corps de soldats tombés au combat étaient difficilement crédibles. Nous avons entendu d'innombrables excuses et justifications, mais il est peu probable qu'elles soient crédibles, a-t-il déclaré. Moscou a accusé Kiev d'avoir perturbé l'échange de prisonniers de guerre et de corps de soldats tombés au combat, convenu à Istanbul la semaine dernière, affirmant que le premier tour devait avoir lieu le 7 juin. L'Ukraine a annoncé avoir décidé de reporter l'échange de prisonniers de guerre à la semaine prochaine, alors que la date de l'échange des corps n'a pas été fixée. Peskov a refusé de commenter les affirmations de Kiev selon lesquelles la date du dernier échange n'aurait pas été convenue et que Moscou l'aurait choisi unilatéralement, appelant à écouter attentivement à nouveau une déclaration du chef de l'équipe de négociation russe avec l'Ukraine, Vladimir Medinsky. Il répond à toutes vos questions là-bas, a remarqué Peskov. Donc, en gros, Kiev est en train de dire que la Russie a décidé d'une date d'échange tout seul, sans en avoir averti Kiev. Évidemment, c'est absolument ridicule, puisqu'il y a eu beaucoup d'échanges de prisonniers, hein, déjà précédemment, et évidemment, ça s'est toujours relativement bien passé, avec une seule exception, c'est qu'à un moment donné, lors d'un échange de prisonniers, avec un Ilyushin 76 qui était rempli de prisonniers ukrainiens qui se dirigeaient vers l'Ukraine, eh bien l'Ukraine a détruit l'Ilyushin 76, d'après eux par accident. Hein, ils ont pris ça pour un avion ennemi, donc ce fut un accident d'après eux. Voilà, donc ils n'hésitent pas à tuer leurs propres prisonniers pour faire tomber un Ilyushin 76, qui est certes un gros avion de transport assez précieux pour la Russie. Donc voilà, voilà où on en est. Ça donne vraiment une meilleure image du comportement de Kiev. Là, un site qui nous dit quelle est la compensation aux familles qui perdent un soldat. Donc là, c'est bien marqué que c'est 15 millions de hryvnias pour chaque famille qui perd donc un soldat. Maintenant, on va passer à un autre article un peu plus explicatif.
Et enfin, un article de Eurasia Daily qui nous dit en Ukraine, ils ont élaboré une loi selon laquelle il est possible de ne pas payer les familles des soldats disparus. Donc ça date du 5 juin. Un projet de loi a été déposé à la Verkhovna Rada d'Ukraine selon lequel les militaires disparus seront reconnus comme morts seulement 2 ans après la fin de la guerre. Vous voyez? Bon, bref, j'ai déjà parlé des tenants et des aboutissants de cette histoire. Je vais m'arrêter là, mais il fallait que quand même je vous montre les articles pour vous montrer tout cela de manière explicite et que cela serve de référence. Voilà, j'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement. N'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela. Et toujours, soyez curieux.